Merci. Merci. C'est très impressionnant de vous voir si nombreuses et nombreux et dans deux salles. Et je dois vous dire que je le prends comme un écho de ce qui se passe dans la société et pas comme un exploit personnel ou collectif même de l'Institut. Je crois qu'il y a un lien entre votre nombre vous intéressant à des questions théoriques abstraites et qui peuvent à cet égard souvent paraître ardues si nous ne faisons pas correctement notre travail, et ce qui s'est passé pour le 10 septembre, ce qui s'est passé à la fête de l'UMA, ce qui s'est passé à nos propres amphis. La société est en état d'ébullition, de mobilisation. Elle se cherche dans son action, mais aussi par la pensée. Et c'est pourquoi je crois que c'est spécialement bienvenu que tombe à cet instant cette étape particulière de notre travail à l'Institut La Boétie que vous connaissez. Mon premier mot sera donc pour remercier les auteurs qui ont permis et rendu possible l'apparition de ce troisième livre. Et j'en profite pour refaire un petit mot pour que vous puissiez situer quelle est notre relation aux intellectuels. Comme vous le savez, souvent on se soupçonne mutuellement de récupération. Et c'est un concept qui nous fait sourire parce que notre but ultime et secret n'est pas de récupérer les autres, mais d'être récupéré par les autres en tant qu'outil politique. Mais les intellectuels qui acceptent de travailler avec nous, c'est-à-dire d'entrer dans les réunions, la préparation de documents, pour nous, c'est un apport essentiel car nous faisons partie de ces écoles de pensée liées au matérialisme historique qui considèrent qu'on ne peut pas avoir d'action claire, de stratégie performante sans une pensée théorique claire sur la société dans laquelle on évolue, la compréhension de ses mécanismes, de ses contradictions et la façon avec laquelle se formulent les intérêts divergents et cette divergence elle-même. Donc pour nous, c'était vital de réussir ce contrat de confiance avec les intellectuels dans un rapport honnête. Premièrement, nous ne leur demandons pas pour qui ils votent, ni même nous ne leur disons naturellement que ceci ou cela ne nous plaît pas dans ce qu'ils écrivent, parce que figurez-vous que ça arrive. Mais à l'inverse, eux non plus ne nous demandent pas d'adhérer à leur thèse. Donc nous sommes mutuellement libres et je crois que c'est comme ça que ça a permis de bien fonctionner. Si le premier livre que nous avons édité, qui était un pari porté sur l'extrême droite, c'est en quelque sorte presque un manifeste intellectuel. Ce que nous voulons dire, c'est que nous n'avons jamais dissocié les conditions matérielles d'existence, la façon avec laquelle la pensée peut se construire dans ces conditions matérielles d'existence, de la forme intellectuelle qu'elle prend. Nous ne faisons pas de séparation entre ce qu'il est convenu d'appeler le sociétal et ce qu'il est convenu d'appeler le social. Pour nous, c'est un seul et même processus qui s'appelle l'être humain, qui est un être socio-culturel, donc un être culturel. Dès lors, la pensée sur l'extrême droite s'est présentée, réfléchir sur l'extrême droite se présentait immédiatement comme quelles sont les stratégies de domination que déploient les importants, les puissants, le capital à échelle mondiale, et donc de mettre le doigt sur le fait que le racisme, le sexisme, la haine des autres ne sont pas seulement des tares morales, ça va de soi, mais ce n'est pas le sujet de l'action politique que d'entrer dans la morale. C'est que c'est une stratégie de domination et qu'il s'agit non pas d'une diversion, mais d'une stratégie de domination. Et quand on le regarde de cette manière-là, évidemment, ça change complètement le rapport qu'on a à la société ou aux campagnes politiques que l'on mène. Le second a été pour définir le capitalisme de notre époque, car la pensée, dite de gauche, la pensée révolutionnaire, s'est souvent laissée enfermer dans, au fond, une attention portée aux classes exploitées, dominées, à leurs évolutions, et puis faisant comme si le capital et le capitalisme étaient une donnée tout le temps la même, sans histoire, tout le temps le même mécanisme. Or, ce n'est pas vrai, bien sûr. Le capitalisme a survécu à plusieurs des crises qu'il a déclenchées, une tous les 10 ou 12 ans, certaines culminant dans des déflagrations générales comme les 2 guerres mondiales. Il a réussi à y survivre parce qu'il a en lui un certain nombre de mécanismes d'adaptation, mais aussi parce que ceux qui normalement auraient dû l'expulser de la place dominante ne l'ont pas fait. Et la question à se poser, c'est pourquoi ne l'ont-ils pas fait? Étaient-ils trop stupides? Ou bien ne disposaient-ils pas des instruments qui leur permettaient de le faire?
et notamment les instruments de compréhension. Nous avons le sentiment, depuis que le XXe siècle, qui avait commencé en 1914, s'est achevé en 1991 avec l'effondrement de l'URSS, qu'une période historique nouvelle se dessinait. Et au début, à tâtons, bien des gens ont donné des diagnostics qui sont avérés être totalement faux, dont nous, persuadés que libérés du stalinisme, le socialisme alors s'épanouirait avec joie et bonheur dans tous les pays du monde. Naturellement, ça ne s'est pas du tout passé comme ça. Ensuite, les autres nous avaient dit ben, c'est la fin de l'histoire. Mais bon, on n'y a pas cru, pour être honnête. On pensait que la société qu'on voyait resterait, pénétrait, travaillée par des contradictions, et des contradictions d'intérêt, et donc des catégories sociales qui s'opposeraient à ce propos. Donc, en effet, la fin de l'histoire n'a pas eu lieu, et l'histoire a continué à travers des contradictions, des tensions, et essentiellement des crises, bien évidemment. Mais de même, l'ordre nouveau du monde, annoncé en 1991 par M. Bush, non plus, n'a pas eu lieu, ne s'est pas construit, et c'est un désordre croissant qui s'est emparé de l'ancien ordre géopolitique, et nous sommes dedans en ce moment. Alors, tout ça appelait une remise à zéro des compteurs. À quel capitalisme avons-nous affaire? Car nous venions tout juste de finir d'assimiler qu'il s'était mondialisé, d'une part, c'est-à-dire transformer la planète en faisant une division du travail, une division géographique du travail, et qu'il était globalisé à l'intérieur de la sphère numérique. À peine avions-nous fini de nous pénétrer de cette idée que déjà on passait à autre chose, et que le capitalisme se présente comme un capitalisme de la rente, comme un capitalisme du tribut, comme un capitalisme que Cédric Durand a qualifié, il faut bien mettre des mots, hein, de techno-féodal. Ce qui nous vaut des fois des remarques acerbes dans la tradition de la polémique et de l'art de couper les cheveux en quatre, qui anime souvent la gauche. J'ai été très heureux de me faire prendre à partie dans Le Monde diplomatique, pour 2 grandes pages. Pourtant, Le Monde diplomatique, c'est le meilleur journal de ce pays. Eh bien, et alors, il y a quelqu'un qui nous admoneste, c'est toi qui as traduit d'ailleurs. Je dis ça parce que je te vois, donc ça me rappelle ta participation à ces errances, et qui dit que, alors ça se termine par oui, mais c'est le capitalisme qui est en cause. Okay, alors bon, je suis trop vieux pour qu'on me la fasse. Celle-là, on me l'a fait 10 fois. Non, bien sûr, ceci, cela, mais c'est le capitalisme. De quoi tu parles? De quel capitalisme? Sous quelle forme? À quelle époque? Quels sont les protagonistes? Quel est le rapport de domination? C'est ça qui compte. Parce qu'en tant qu'être humain, alors peut-être moi, parce que je suis un militant politique, ce qui nous intéresse, c'est comment la matière première va nous donner les instruments pour transformer le monde, pas seulement pour le commenter. Alors, donc, ça a été ce livre de Cédric Durand, et il faut bien dire que nous adhérons, nous les animateurs de l'Institut La Boétie, plutôt à l'analyse de Cédric Durand, mais je ne veux pas lui créer d'ennemis supplémentaires en lui disant mon amitié. Donc, disons qu'on s'en inspire. Et c'est un peu cette relation qu'on cherche à avoir. On travaille à partir de ce que les intellectuels, dont c'est le rôle, dont c'est la fonction, dont c'est souvent le métier, apportent. Et puis, comme nous ne sommes pas totalement ignorants, nous éprouvons, nous confrontons les thèses qui nous sont proposées à la réalité. Pour ce qui concerne ce moment spécial, vraiment, nous sommes au cœur d'un débat qui, chez nous, a été, je parle des fondateurs du mouvement insoumis, fondateurs hommes et femmes, central. C'est la question de qui est le sujet de l'histoire. Alors, on peut dire, oh là là, tu parles d'une question. Bah si, ça nous intéresse, parce que nous appartenons à la tradition du matérialisme historique et que nous avons appris dans nos cahiers de départ que la classe qui allait, en s'émancipant, émanciper l'humanité, la classe ouvrière, et que par conséquent, il y avait un acteur, un sujet central à l'étape que l'histoire humaine allait franchir, qui s'appelle la classe ouvrière. Alors, dès le début, il y a eu une difficulté, c'est que cette classe était minoritaire dans nos sociétés. Par conséquent, les stratégies du socialisme, là, pardon, je redeviens un responsable politique d'une organisation politique, les stratégies du socialisme ont commencé tout de suite par la question des alliances de cette classe ouvrière avec les autres classes de la société. Vous pouviez mettre un S. Il y avait des artisans propriétaires de leurs moyens de production, des paysans par millions propriétaires de leurs moyens de production, et une classe ouvrière. Bien, donc, à partir de là, le S avait un sens. Des classes et la stratégie d'alliance. Il fallait une très grande énergie pour arriver à convaincre que c'est pour leur bien qu'on allait leur confisquer ce qu'ils avaient,
Bon, à vrai dire, personne n'y est jamais arrivé. Ou seulement dans quelques régions, je parle pour la France, par exemple dans l'Aude, les coopératives viticoles jouaient un grand rôle dans la construction d'une conscience socialiste, populaire et paysanne. D'autres endroits du pays comme ça, mais en majorité, la paysannerie française est restée longtemps dans la main et sous le contrôle des dominants, avec lesquels elle partageait l'illusion d'avoir en commun un bien qui s'appelle la propriété, bien indépassable et inaliénable. Voilà, ça c'est le tableau de ce qu'on a connu, j'abrège. Hein. Et puis, nous voici rendus à notre époque. Et évidemment que depuis les années 70, il ne faut pas croire qu'on vient de découvrir ça maintenant, tout le monde s'aperçoit que qu'est-ce qu'on fait de ceux qui ne sont pas des ouvriers salariés qui produisent directement de la plus-value? Alors, c'est la classe ouvrière et ses alliés. Alors, on met un S, et puis on met tout ça dans un brouillard qui évite d'aller chercher de trop près de quoi il s'agit. Mais c'est quand même une grande question. En tout cas, dans la stratégie politique, c'est une question fondamentale. Vous ne pouvez pas gagner une élection, vous ne pouvez pas mener un combat de masse si vous ne savez pas à qui vous adressez, ni quels sont les intérêts réels profonds qui peuvent animer les différentes catégories de la population. Et après la chute de l'URSS, il s'est produit un autre événement, c'est qu'il n'y a plus une seule révolution socialiste dans le monde. Alors, ce qui porte à s'interroger sur le caractère socialiste ou non de celle qui avait lieu avant, mais en attendant, on se trouvait devant autre chose. Pour autant, les peuples n'étaient pas les deux pieds dans la même chaussure en attendant que passe le néolibéralisme, le pinochettisme, etc., etc. Ils agissaient, ils combattaient, ils se mobilisaient. Et donc, il était évident qu'il y avait là un acteur politique nouveau. Et comme il faut... Comment le nommer? Voilà la difficulté. Nous, on a choisi le mot peuple. Mais on est d'accord pour dire que c'est un mot encombrant, parce qu'il existe depuis l'Antiquité. Il y a 3 mots en grec pour le définir. Démos, laos et quoi? Le troisième, c'est quoi? Vous le savez pas? Bon, moi non plus, je l'oublie à cet instant-là. Hein? Tu le sais pas, toi? C'est quand même toi, l'intellectuel. Tu dis quoi, toi? Tu dis rien? Voilà, t'as peur, dégonflé. Bon. Il y a 3 mots pour le définir, et c'est les mêmes en latin. Ça veut dire, tantôt, ça veut dire, je le traduis en français tel que nous l'avons décidé. Il y a le peuplement, c'est les gens qui sont là. Bon, ils mènent leur vie, etc. Il y a la population, qui a un cran au-dessus, je dirais, parce qu'on l'a défini par les relations culturelles, sociales qu'elle a, une population. Et puis, il y a l'acteur politique. Quand la population devient un acteur politique, c'est le peuple. Et voilà. Donc, c'est ce peuple que nous avons vu à l'œuvre. Mais il ne collait pas avec la théorie. Le peuple qui envahit les rues et qui fait une constituante en Équateur, le peuple qui est présent et qui bat le régime pour construire le chavisme, le peuple, à chaque fois, ça correspond à rien de ce qui était prévu. C'est-à-dire, ce ne sont pas les ouvriers dans leurs usines qui, les occupants, prennent le capital à la gorge et lui confisquent l'accumulation. Ça ne se passe nulle part comme ça. Et qui plus est, apparaissent des composants de la lutte qui perturbent le schéma traditionnel. Ce n'est pas par un éveil à la conscience des rapports de classe que se construit une conscience révolutionnaire. On voit apparaître des luttes antiracistes, on voit apparaître le phénomène qui d'abord est considéré comme secondaire et puis qui finalement occupe toute la place, qui est l'émergence d'un féminisme matérialiste, qui est le signal d'un changement, d'une bascule d'époque. Voilà, tout ça c'est pour dire comment nous, en tout cas, en partant des exemples concrets et des luttes concrètes révolutionnaires, nous avons été conduits à reconstruire une vision d'ensemble de la lutte, en disant quels sont les gens qui s'opposent dans cette affaire, pour nous, insoumis, en tout cas pour ceux qui ont formulé ces thèses. Il y a d'un côté le peuple et de l'autre côté l'oligarchie. Et ça résulte du fait que le capitalisme a embrassé, a englobé toutes les relations sociales et qu'une société ne se décrit pas seulement par le lieu où se produit la production, mais par l'ensemble des rapports sociaux et culturels qui contribuent à sa stabilité, c'est-à-dire à la production permanente et reproduction permanente de cet ordre social. Je reviens à mon point de départ, il n'y a donc pas de distinction entre les batailles idéologiques et les batailles dites concrètes pour tel ou tel point précis. Ces deux faits nous ont amenés à définir, bon, il fallait bien trouver un mot, alors pour provoquer. Au début, on disait, mais vous êtes des populistes. Mais populistes, oui, si on avait pris le mot à temps, on l'aurait fait. Mais on ne l'a pas pris à temps, donc les autres l'ont surchargé d'un contenu négatif.
au sens de c'est le peuple, la plèbe, quoi, la canaille avec ses passions brutales. Hein. Moi, je disais, mais pardon, qu'est-ce qu'il y a de brutal dans mes passions? Si vous voulez bien me le dire, ça m'aiderait à devenir meilleur. Bon, c'est quoi, la 6ème République, la planification écologique? C'est quoi mon instinct brutal qui s'exprime théoriquement? Bon, vous m'avez compris. Trop tard, la place était prise et populisme a été surchargé. Une des leçons de ceux qui nous ont appris à mener ces luttes, c'est qu'il faut faire attention aux batailles qu'on mène sur les mots. Si on passe plus de temps à se battre sur les mots qu'à se battre réellement, on perd son temps. Donc il faut trouver un autre angle. Dans le bouquin que j'ai fait, j'appelle ça le peuplisme, histoire de créer une ambiance. Ça n'a pas marché, la provocation n'a pas fonctionné, et personne ne m'a accusé d'être peupliste. Bon, je reviendrai à la charge une autre fois. Hein. Mais regardez, planification écologique, ça a bien marché, c'était une provocation au départ. Évidemment, tout le monde m'a sauté à la gorge, et nous a sauté à la gorge. Ah, c'est l'URSS, parce qu'évidemment, tous ces gens étant des ignorants, ignorent absolument que la planification n'est pas une invention de l'URSS, mais de Henry Ford. Bon, voilà, c'est comme ça. Alors, il en est ainsi souvent des débats, ça dépend qui les empoigne. Hein. Alors, donc là, pour nous, le moment est venu de dire, ouvrons la discussion sur la définition de qui est l'acteur de l'histoire et pourquoi c'est celui-là. Nous-mêmes, nous avons fait beaucoup de travail. Il y a un petit laboratoire à l'intérieur de l'Institut qui s'appelle l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, qui en permanence travaille et étend l'application de la théorie à des domaines de plus en plus divers. Bon. En particulier, une fois tout ce travail initial fait, nous l'avons appliqué à la France, avec l'esprit de la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne, qui nous a amené à formuler nos premières thèses, que vous retrouverez bientôt, sur la Nouvelle-France. Cette Nouvelle-France, c'est celle qui correspond à l'état du peuple aujourd'hui, tel que socio-culturellement il est. Et vous voyez que dans notre esprit, pas de pratique révolutionnaire claire sans théorie claire. Et nous en sommes là. Comment lancer ce débat? Donc on a demandé aux intellectuels qui sont autour de nous, avec qui on dialogue, avec qui on discute, de nous aider. Et c'est comme ça qu'est né ce bouquin. Avec une interpellation qui n'a pas été... vous allez voir, hein, on parle de théorie là. Donc au début, il était question de classe populaire. Donc je ne vous dirai pas qui a cassé les pieds à tout le monde, mais classe populaire, de quoi vous parlez? Pourquoi vous mettez un S? Qui sait? Parce que des paysans, il n'y en a plus. Il en reste 400 000, il y en avait 7 millions. Les classes populaires, est-ce que vous voulez dire par là les gens qui ne sont pas au travail, mais qui partagent la condition de tout un chacun? C'est-à-dire quoi? Les retraités, par exemple. Ils sont maintenant plus de 15 millions. Ils étaient pas tant il y a encore 30 ans. C'est les jeunes en formation, bref. On aperçoit vite qu'il y a en réalité un peuple composé de catégories sociales, en effet, différentes. C'est du détail, mais les amis, les idées ne peuvent pas avancer si on ne trouve pas le sujet qui nous permet, par la discussion, de faire avancer un concept. Voilà comment est venue l'idée du livre et qu'on a dit « Nouveau peuple, nouvelle gauche ». Car évidemment, dès lors que vous avez une définition de l'acteur social, alors il faut tout changer. Il est clair que ce n'est pas le parti d'avant-garde révolutionnaire de l'époque où il y a une classe ouvrière minoritaire dans la société et dont l'unité se fait au prix de la présence de ce parti ou de son syndicat, comme c'est le cas de la charte d'Amiens qui a été écrite pour organiser la grève générale révolutionnaire. Je le rappelle à tous ceux qui s'en servent pour essayer d'expulser la politique, que c'est pourtant exactement le contraire qui est écrit dans le texte. Hein. Donc, voilà comment, par exemple, pour nous, il y a un lien entre le peuplisme, tiens, je l'utilise, et l'idée que nous ne sommes pas un parti, mais un mouvement, et que donc, nous devons avoir des méthodes qui correspondent à ce nouvel état de la société. Le mouvement n'ayant pas pour vocation d'être une direction révolutionnaire, mais d'être, comme je l'ai dit il y a un instant, récupéré, et d'être l'instrument qui accompagne les phases de la révolution citoyenne. Car la révolution citoyenne est un produit nécessaire, guillemets, nécessaire veut dire qu'il ne peut pas ne pas être, au sens philosophique, donc nécessaire, de l'ère du peuple. L'ère du peuple met à l'ordre du jour, mécaniquement, la révolution citoyenne, laquelle passe par des étapes. L'étape instituante, l'étape destituante, qu'ils s'en aillent tous, et l'étape constituante, on décide comment va fonctionner la société, qui correspond très exactement à la stratégie du mouvement insoumis. Le mouvement insoumis s'efforce d'être toujours là au moment où
le mouvement populaire va s'instituer, puis devenir dégagiste, puis devenir constituant. C'est notre stratégie. Il n'y a jamais eu aucun mystère là-dessus, parce que je lis, il y a des gens qui s'étonnent ils disent « Oh, c'est des révolutionnaires ». Tu parles d'une découverte, c'est écrit dessus. C'est écrit, c'est pas une découverte. Oui, en effet, mais partisans de la révolution citoyenne. Mais dans la bourgeoisie, ces affidés petits bourgeois et compagnie, pour eux, la révolution, c'est un exercice sanglant avec des barricades, des coups de fusil, du sang partout. Bon, ça correspond à d'autres temps. Aujourd'hui, on n'est pas là-dedans. On est, comme vous venez de le voir, si vous suivez, au Népal, en Indonésie, dans des mouvements de masse, de millions de gens qui submergent toute la réalité politique. Et en France, nous sommes aux alentours de la phase numéro 1, la phase instituante. Le 10 septembre, il y avait de ça. Le 18, ça va se renforcer. Quoi qu'on pense, ceux qui espèrent mettre un cadenas avec le 18. Mais non, il n'y aura pas de cadenas. Les choses vont avancer. Alors, bon, je ne vais pas plus loin. Ce que je vais dire, c'est comment nous nous sommes nourris quand même. Voyez-vous, le peuple, c'est d'abord l'enfant des villes. La ville n'est pas le grossissement du village. La ville, depuis le départ, est un projet politique. Depuis moins 6000 avant notre ère, les premières villes ont des plans, ont un cadastre et correspondent à un projet politique qui va permettre de gérer un problème fondamental de la société humaine, le stockage. Le stockage, ça veut dire produire plus que ce dont on a besoin et donc distribuer ce surplus quand le moment vient de le distribuer parce que ça manque dans la nature. Alors ça vous donne, il faut une police, il faut des prêtres, il faut un État, il faut une armée, etc. Et bien d'autres choses qui sont passées inaperçues jusque-là. Par exemple, quel rapport il y a entre la naissance de la ville et le capitalisme? Vous voyez bien qu'il y en a une racine. Quel rapport il y a entre la ville et le patriarcat? Il y a une racine, évidemment, parce que la condition humaine changeant, tout changeait, y compris les rapports à l'intérieur de la relation homme-femme, etc., etc. Donc le fait numéro 1, c'est la ville, et nous sommes dedans. En 2008, pour la première fois, il y a plus de monde en ville qu'il y en a à la campagne. C'est un fait qui renverse un ordre millénaire. Millénaire. Pour faire bref, la ville crée autre chose. Immédiatement, instantanément, le réseau d'électricité, le réseau d'égouts, le réseau de l'eau, le réseau de ceci, le réseau pour la nourriture qu'on va acheter ici ou là au marché, etc., etc., etc. Et donc, le réseau est l'outil par lequel les individus sont branchés sur la structure sociale. Pour produire et reproduire leur existence matérielle, il leur faut accéder au réseau. Et donc, les rapports de domination se créent à l'intérieur de cette relation de domination de la nécessité du réseau. Le capitalisme va donc passer son temps à créer des déserts pour que les réseaux aient de plus en plus de valeur. Alors, désert alimentaire, désert médical, désert ceci, désert cela. C'est la caractéristique du capitalisme, créer la rareté pour permettre que les choses prennent la valeur qui leur permet l'accumulation la plus profonde. C'est comme ça que nous avons été amenés à adopter les thèses de David Harvey sur la géographie critique. Et en particulier, comprendre que la ville, de ce point de vue, est non seulement un projet, mais qu'elle a un contenu politique. Ce n'est pas juste un arrière-plan. Alors, comme les municipales arrivent, vous aurez l'occasion de bénéficier de nos exposés sur le sujet. Mais le plus important, je dois dire, le plus décisif a été la relation à Nancy Fraser, parce que, à partir du moment où elle montrait comment les tâches de reproduction sociale, qui semblent aux yeux de tous des tâches naturelles, naturellement dédiées aux femmes, eh bien, si toutes ces tâches sont des tâches socialement nécessaires, elles sont nécessairement incluses dans le process du capitalisme. Car le capitalisme, ça c'est le plus gros apport théorique que nous avons reçu, n'est pas une chose, mais un processus. Le capitalisme, ce n'est pas seulement le moment où, par le travail gratuit, est produit de la valeur. Le capitalisme, c'est toute la chaîne jusqu'au moment où, comme le dit Marx lui-même, on s'y intéresse peu, il dit l'objet fait le saut périlleux de devenir une marchandise. Si la marchandise n'est pas vendue, l'objet n'est rien. Il n'a aucune valeur d'usage ni aucune valeur d'échange. Voilà, cet apport-là, le capitalisme comme processus, a été décisif pour nous pour comprendre l'importance de ce que faisait Nancy Fraser en nous disant les tâches de reproduction sociale qui sont assumées gratuitement par les femmes participent du travail gratuit global qui est nécessaire à l'accumulation capitaliste et à la reproduction du capital. On l'avait sous les yeux, mais on n'était pas capable de le dire. C'est donc une contribution décisive qui vient conforter la théorie de l'ère du peuple, c'est-à-dire, oui, l'acteur nouveau, le peuple, il inclut des catégories qui participent à la reproduction du capital sans avoir aucun lien de travail ou de domination ou d'exploitation dans l'entreprise.
Voilà, cette fois-ci, j'ai réellement fini sur ce que j'avais à dire, sur pourquoi, comment se situe le livre. J'espère pas avoir été, bon, par nécessité de rapidité, j'espère que vous n'avez pas repoussé du sujet, qui est toujours le risque, hein, mais plutôt appâté. Et donc, il y a toutes sortes de... Vous allez avoir plusieurs textes dans ce livre, et ces textes permettent de réfléchir à tel ou tel aspect de la réalité dans laquelle nous sommes. Ce que je vous ai livré, c'est la synthèse qui est la nôtre, mais ce ne sera pas nécessairement la vôtre. Et puis, tout doit bouger par la force des choses. Nous ne sommes pas des dogmatiques. Nous produisons des cadres d'explication, et ma foi, s'ils ne fonctionnent pas, ben on en change et on regarde ce qui ne va pas pour passer à d'autres outils. Voilà, j'ai un peu abusé de votre patience, j'espère ne l'avoir pas fait trop. La Nouvelle-France, ben vous en entendrez parler bientôt. Ce sera la conclusion, une des conclusions de ce travail, qui est de remettre sous le nez de nos contemporains à quel point ce pays n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début de la Constitution de 1958, quant à sa population, quant aux relations culturelles qu'ont les gens entre eux, la place des femmes, la place des hommes, la place des enfants, le mélange culturel, la créolisation de la société. La France est entièrement nouvelle. Alors, comme toujours, avec un bagage, hein, parce qu'on ne part jamais les mains nues. On a des bagages, on fait avec. Et puis, la direction, on ne sait pas au juste où ça va, mais bon, il faut le faire. Alors, on le fait. Et on va tâcher de faire en sorte que ce soit un projet émancipateur. Voilà, merci pour votre attention et votre patience.